La seule chose que nous refusons d'admettre, c'est que nous dépendons des pouvoirs qui sont hors de notre contrôle. L'un des plus connus de Sember, et concept controversé, est l'inconscient collectif, l'aspect de l'inconscient qui manifeste des thèmes universels hérités qui traversent toute la vie humaine, comme décrit dans son autobiographie Memories. Réflexion sur les rêves. Jung expérimentait des rêves extrêmement vifs tout au long de sa vie. Le premier à partir de l'âge de 3 ans, où il a rencontré le soi-disant mangeur d'hommes, un cyclope géant, assis sur un trône d'or avec un seul œil, regardé vers le haut symbolisant un phallus rituel. Jung penserait à ce dieu souterrain ne pas être nommé comme l'homologue clandestin, et le côté obscur du Seigneur Jésus, une révélation effrayante qui lui avait été accordée sans qu'il le cherche. Cela l'a hanté pendant des années et des guerres. Son initiation au royaume des ténèbres, il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de plénitude psychique sans imperfection. Comme sa caractéristique de la vie de Jung, il est tombé sur l'idée de l'inconscient collectif, en route pour un rêve. Dans le rêve, Jung s'est retrouvé à l'étage supérieur d'une maison qu'il ne connaissait pas, mais qui semblait être sa maison. Le salon était entouré d'une belle, meubles et tableaux anciens. Il a descendu les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, et tout était beaucoup plus ancien, avec un mobilier médiéval, et est tombé sur une lourde porte et l'a ouverte. Découvrir un escalier en pierre. Cette LED dans sa cave. En descendant, il est entré dans une pièce de l'époque romaine. Il y avait une gifle lapidée sur le sol, qui s'est levée alors qu'il tirait une bague. Il est descendu et est entré dans une grotte basse, avec des os épars et de la poterie cassée. Comme les restes d'une culture primitive, il a découvert 2 crânes humains, puis il s'est réveillé. Jung pense que cette maison était une sorte d'image de la psyché, le premier étage représentant la conscience. Et plus il est descendu dans l'inconscient, et plus extraterrestre et plus sombre la scène devenait, jusqu'à ce qu'il atteigne la couche la plus profonde, l'inconscient collectif. Ceci pointe vers les fondements de l'histoire culturelle, une histoire de couches successives de conscience. L'enquête de Jung sur la psyché s'étend sur 60 ans, dont la plupart sont rassemblées dans son ensemble de 20 volumes. Les œuvres collectées tout au long de sa vie, Jung a étudié l'alchimie du narcissisme, religion et mythologie comparées, d'acquérir une connaissance plus large des origines et signification de l'inconscient collectif de l'humanité. Au cours de son travail, il a rencontré des modèles similaires dans les rêves de patients souffrant de schizophrénie et de ses voyages à travers le monde, observé la vie des primitifs. L'universalité de certains mythes, qui se répètent dans des détails étonnamment similaires, dans des cultures et des sociétés très différentes, Miti lui a donné l'idée de son âme, jaillissant universellement dans l'homme. C'était le premier de Jung, l'idée d'un inconscient collectif, sous l'inconscient personnel. Plus tard, avec une expérience croissante, et sur la base de connaissances plus fiables, Jung les a reconnus comme des formes d'instinct. C'est comme des archétypes, mais avant d'expliquer ce que sont les archétypes, il faut distinguer l'inconscient collectif de l'inconscient personnel. L'inconscient collectif ne doit pas son existence à son expérience personnelle, et par conséquent acquisition personnelle morveux, alors que l'inconscient personnel est composé essentiellement de contenus qui ont été conscients à un moment donné, mais qui ont disparu de la conscience en ayant été oubliés ou réprimés. Le contenu de l'inconscient collectif n'ont jamais été conscients, et n'ont donc jamais été acquis individuellement, mais doivent leur existence exclusivement à l'hérédité. Tout comme nous avons évolué biologiquement, nous avons également subi une évolution psychique. L'inconscient personnel consiste, pour la plupart des complexes, un terme inventé par Jung, qui représente un signe de tête de sentiments inconscients et croyances, qui peut être détecté par son comportement et peut nous empêcher d'atteindre la plénitude psychique. Jung a trouvé des preuves de complexes, tout en effectuant des tests d'association de mots. Dans une clinique psychiatrique, dans l'expérience, les patients doivent répondre à une liste de mots le plus rapidement possible en disant « La première chose qui me vient à l'esprit » en réponse à chaque mot après le test. Jung noterait toute réaction inhabituelle, telles que les hésitations glissant de la langue ou des signes d'émotion, ce qui peut suggérer d'ajouter des sentiments ou des croyances inconscients. Il a vite découvert que c'était une question d'intimité, affaire personnelle auxquelles les gens pensaient. Néanmoins, une inhibition est venue de l'inconscient et entravé l'expression dans la parole. D'un autre côté, le contenu de l'inconscient collectif est composé d'archétypes,
Formes héritées collectivement ou paysans de comportement. Un complexe est associé à un archétype, comme un complexe mère, associé à un archétype de mère. Ces images primordiales reflètent des modèles de base, sources communes tous et qui ont existé universellement, depuis la nuit des temps. Ils incluent des événements archétypaux tels que la naissance, la mort et l'union des contraires, figures archétypales telles que le filou, le héros, le vieil homme sage, et motifs archétypaux, comme la création du monde et l'apocalypse. Zheng n'a pas tenté de fournir une liste systématique de tous les archétypes, comme certains ont tenté de. Ce serait un exercice largement futile, puisque les archétypes peuvent totalement se combiner entre eux, ou un archétype peut également apparaître dans diverses formes distinctes. Il nous dit plutôt qu'il y a autant d'archétypes. Comme il y a des situations typiques dans la vie, la répétition d'Handler a gravé ces expériences, dans notre constitution psychique. Jung écrit cependant que ces années d'observation et enquête sur l'inconscient a cédé la place à des figures archétypales récurrentes, le chef d'entre eux étant l'ombre, le vieil homme sage l'enfant, la mère et son homologue, la jeune fille et enfin l'animal dans l'homme et les animaux dans la femme. Les archétypes se sont actualisés quand ils répondent conscience et s'exprimer sous forme d'images, ou certains comportements, basés sur notre interaction avec le monde extérieur, ce sont des personnalités vivantes, autonomes en nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous notre contrôle, mais sont plutôt expressions particulières données par les individus et leur culture pendant que vous écrivez. Mon point de vue sur les vestiges archaïques, que j'appelle archétypes ou images primordiales, ont été constamment critiqués par les gens qui n'ont pas une connaissance suffisante de la psychologie, des rêves et de la mythologie. Le terme archétype est souvent mal compris comme signifiant certains images ou motifs mythologiques définis, mais ce ne sont rien de plus que représentations conscientes. Ces représentations variables ne peuvent pas être héritées. L'alcatype est une tendance à former de telles représentations, des motifs, représentations qui peuvent varier beaucoup dans les détails, sans perdre leur schéma de base. Les archétypes là sont des formes sans contenu, représentant simplement la possibilité d'un certain type de perception. Et action, c'est un point crucial qu'il réitère. Une image primordiale est déterminée quant à son contenu, seulement quand il est devenu conscient. Et est donc rempli du matériel de l'expérience consciente. Les archétypes nous guident vers la plénitude psychique à travers le processus d'individualisation, le chemin vers le soi. Activation des images primordiales inconscientes, par l'exposition à des potentiels inexplorés de la psyché, les amener à la conscience. Au cours de mes enquêtes, de l'inconscient collectif, j'ai découvert la présence d'un apparemment symbole universel d'un type similaire. Le symbole du mandala pour m'assurer de mon cas, je passe plus de 8 décennies à amasser des données supplémentaires. Avant d'annoncer toute découverte, pour la première fois, le mandala est une image archétypale, dont l'occurrence est attestée à travers les âges. Cela signifie la plénitude du moi. Cette image circulaire représente l'intégralité du terrain psychique, ou pour le dire en termes mythiques, la divinité incarnée dans l'homme. D'un point de vue psychologique, Jung a vu l'image de Dieu comme une manifestation du sol, de la psyché, qui prend la forme de symboles circulaires d'unité, représenter une synthèse d'opposés. Dans la psyché, le moi est l'archétype de l'orientation et du sens, et d'avoir une relation d'équilibre avec elle. Une fois conscient et inconscient, les personnalités doivent avoir appris à vivre en paix, et de se complimenter. Pour Jung, la seule vraie aventure qui reste, pour chaque individu, est l'exploration de son propre inconscient. Avant la découverte de Jung, la psychologie insistait sur le nature personnelle de la psyché. C'était une psychologie de la personne, où les cours sont considérés comme presque les plus sacrés de nature. Cependant, il est basé sur des facteurs biologiques généraux, comme ceci, instinct sexuel ou besoin d'affirmation de soi, qui ne sont en aucun cas de simples particularités personnelles. Ce sont des instincts prioritaires communs à l'homme, qui poursuivent leurs objectifs inhérents, donc les activités humaines, influencées à un degré élevé par les instincts, indépendamment des motivations rationnelles, de l'esprit conscient face aux psychothérapies modernes, avec la tâche d'aider le patient, prendre conscience d'eux. Jung pense que les archétypes sont les images inconscientes des instincts eux-mêmes. En d'autres termes, les archétypes sont des modèles de comportement instinctifs. L'hypothèse de l'inconscient collectif est donc normale, oser que de supposer qu'il y a des instincts. Alors que beaucoup ont appelé son mysticisme, le concept de Jung de l'inconscient collectif
n'est ni une question spéculative, ni philosophique, mais empirique. La question est, y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'inconscient? Formes universelles de ce genre. S'ils existent, alors il y a une région de la psyché, ce que l'on peut appeler l'inconscient collectif. Si nous considérons les formidables pouvoirs qui sont cachés dans la peur mythologique et religieuse chez Madame, la signification éthologique de l'archétype semble moins fantastique dans de nombreux cas de névrose. Le déroulement de la perturbation réside dans le fait même que la vie psychique du patient manque le fonctionnement de base de ses forces, une psychologie purement personnaliste, en réduisant tout par des cours personnels, fait de son mieux pour nier l'existence de motifs archétypaux et cherche même à les détruire par une analyse personnelle. Jung considère que c'est une procédure plutôt dangereuse, qui ne peut être justifiée médicalement. Le destin des grandes nations est un résumé des changements psychiques chez les individus. Les névroses ne sont dans la plupart des cas pas seulement des préoccupations privées, mais les phénomènes sociaux qui sont influencés par les archétypes. Mais comment peut-on prouver l'existence d'un inconscient collectif? Jung nous dit que la source principale est les flux, qui ont l'avantage d'être involontaires, produits de spontanés de la psyché inconsciente, et sont donc de purs produits de la nature, non falsifiés par un but conscient. Un individu peut éprouver des motifs apparaissant dans ses rêves qui lui sont connus, mais aussi des motifs qui ne pourraient pas être connus du rêveur et pourtant se comporter fonctionnellement. Son rêve d'une telle manière est de coïncider avec le fonctionnement de l'archétype. La visite de Jung au peuple primitif d'Afrique l'a informé sur le sujet des rêves et la différence entre ce qu'il appelle grand rêve et petit rêve. Cela doit faire si le rêve vient de l'inconscient collectif ou que ce soit de l'inconscient personnel. Une autre façon d'expérimenter, les archétypes passant par une imagination active. Une séquence de fantasmes produit par une concentration délibérée. Jung a découvert que l'existence de fantasmes inconscients augmente la fréquence et la folie des rêves, et que lorsque ces fantasmes sont rendus conscients, les rêves changent ce caractère et deviennent plus faibles et moins fréquents. De cela, il a tiré la conclusion que les rêves contiennent souvent des fantasmes qui veulent devenir conscients. Les sources des rêves sont souvent des instincts refoulés qui ont une tendance naturelle pour influencer l'esprit conscient. Dans l'imagination active, le patient est simplement chargé de contempler n'importe quel fragment de fantaisie. Cela lui semble important, ou quelque chose dont il a pris conscience dans un rêve. Élaborer le fantasme en observant le matériel fantastique supplémentaire qui s'ajoute aux fragments de manière naturelle. La méthode, cependant, n'est pas entièrement sans danger, parce qu'il peut porter le patient trop loin de la réalité. La confrontation de Jung avec l'inconscient a provoqué une période de certitude renommée. Et désorientation, il sentait qu'il avait besoin d'un point de soutien dans ce monde, que sa famille et son travail lui ont fourni le contenu inconscient. Sinon, il aurait perdu la tête. En même temps, ces années à poursuivre ses images intérieures étaient mots les plus importants dans la vie de Jung, lui fournissant des informations inestimables pour le travail de sa vie. Philémon et d'autres figures de mes fantasmes m'a apporté la perspicacité cruciale qu'il y a des choses dans la psyché que je ne produis pas, mais qui se produisent et ont leur propre vie. Force représentative de Philémon. Ce qui n'était pas moi-même dans mes fantasmes. J'ai eu des conversations avec lui et il a dit des choses auxquelles je n'avais pas pensé consciemment, car j'ai clairement observé que c'était lui qui parlait. Pas moi, il a dit. J'ai traité mes pensées comme si je les avais générées moi-même. Mais à son avis, les pensées étaient comme des animaux dans la forêt ou des gens qui gagnent des oiseaux dans les airs. Et ajouter, si vous voyez des gens dans une pièce, tu ne penserais pas que tu as fait ces gens ou que tu en étais responsable. C'est lui qui m'a appris l'objectivité psychique. La réalité de la psyché. À travers lui, la distinction a été clarifiée entre moi et l'objet de ma pensée. Il m'a confronté de manière objective et j'ai compris qu'il y a quelque chose en moi qui peut dire des choses que je ne sais pas, et non pas l'intention des choses qui peuvent net même être dirigées contre moi. Psychologiquement, Philémon représente un intérieur supérieur. C'était une figure mystérieuse pour moi. Parfois, il me semblait tout à fait réel, comme s'il était une personnalité vivante.